Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Peut-on séparer le prof du citoyen? Quid du devoir de réserve? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans notre question du jour, alors qu'un professeur de philosophie, René Chiche, a été suspendu de ses fonctions pour ses prises de position sur Twitter. Deuxième partie d'émission, focus sur le concours moteur, un concours qui challenge les jeunes à réaliser des courts-métrages à l'occasion de cette 7e édition. Eh bien, nous serons avec Sébastien Follin, membre du jury. Enfin, ce sera l'heure de retrouver la chronique de Guillaume Ouattara. Il nous parlera du prof le plus célèbre des réseaux sociaux. Comme beaucoup d'autres, il a décidé de jeter l'éponge et a démissionné de l'éducation nationale. Mais tout de suite, place à notre question du jour. On va parler du devoir de réserve, justement, des professeurs. C'est tout de suite avec notre invité René Chiche. René Chiche, bonjour. Merci d'être avec nous dans le Grand JT. Bonjour. Vous êtes agrégé de philosophie, membre du Conseil supérieur de l'éducation, porte-parole du syndicat Action Démocratie. Évidemment, l'actualité m'oblige à tout de suite parler de la sanction que vous subissez, René Chiche, suspendu de votre rôle de professeur depuis le 21 avril. C'est ça, je ne me trompe pas sur les dates ? Oui, effectivement, depuis le 21 avril, l'arrêté date du 11 avril, mais j'ai récupéré le courrier le 21. Voilà, suspendu donc de l'éducation nationale, enfin de votre rôle de professeur depuis le 21 avril, sanctionné pour vos propos sur Twitter. Et c'est là où justement c'est intéressant de pouvoir discuter avec vous, à la fois de vos propos et à la fois effectivement du rôle des réseaux sociaux. Suspendu, je le disais, sur Twitter, suite à un tweet de la députée Aurore Bergé, pour laquelle justement vous réagissez, tweet où vous comparez les effets, dites-moi si je me trompe, mais les effets de la loi sur le pass vaccinal, qu'ils étaient sur le point de voter, au statut des Juifs. Et là, la machine s'emballe. Est-ce qu'on peut reprendre effectivement ensemble pour bien comprendre, pour que tous ceux qui nous suivent comprennent ce qui s'est passé ? Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas ce seul tweet qui m'est reproché. En revanche, c'est celui-ci que le ministre de l'Éducation nationale a choisi de citer sur un plateau de télévision quand il a été interrogé sur cette sanction. Cette sanction, je vous le rappelle, je suis suspendu sans traitement, sans salaire, et mes élèves sont privés de leur professeur à quelques semaines du baccalauréat pour des tweets. En réalité, des tweets et surtout l'audience que j'ai sur Twitter. En réalité, on m'a annoncé le 16 septembre, donc j'ai passé l'année scolaire en fait sous pression et avec cette épée de Damoclès. On m'a annoncé le 16 septembre qu'on allait me convoquer devant une commission paritaire qui siège en formation disciplinaire. Et cette lettre de convocation comportait 4 pages sur lesquelles figurait un certain nombre de tweets que j'avais écrits parmi les 18 000 qui figurent actuellement sur mon compte Twitter. Ces tweets ont été prélevés de façon étonnante, concernent uniquement des sujets qui n'ont rien à voir avec l'éducation nationale. Des sujets qui relèvent de ma critique de la politique sanitaire du gouvernement pendant la période du Covid. Je dis bien de la politique sanitaire. Je n'ai jamais tenu des propos qualifiés d'anti-vax par certains. Propos... Bon, alors je rebondis tout de suite, excusez-moi René Chiche, mais justement, parce que c'est intéressant d'en parler, pourquoi selon vous, justement, on vous a traité d'anti-vax et en quoi vous vous positionnez justement comme une personne qui n'est pas anti-vax, mais contre la politique vaccinale ? Mais en réalité, c'est tout le problème. C'est-à-dire que moi, j'interviens sur Twitter et partout. J'écris des livres, enfin, j'ai au moins écrit un livre. J'interviens sur les réseaux sociaux parce que je trouve que le débat public en ce moment est tellement dégradé qu'il est de mon devoir de contribuer à le restaurer. Or, qu'est-ce qui contribue à la dégradation du débat public ? Eh bien, c'est de disqualifier d'emblée toute critique en imputant à ceux qui émettent des doutes, à ceux qui ne sont pas d'accord, tout simplement, en leur imputant des intentions. En fait, on qualifie de complotiste exactement ce qu'on fait soi-même. On projette sur autrui ce que l'on fait soi-même. Cela me fait penser d'ailleurs à un très beau propos d'Alain.
sur les passions qui compare l'effet des passions sur l'homme à celui d'un peintre qui peindrait des furies et qui se ferait peur à lui-même en peignant ses furies. Donc, bien entendu, j'assume, ça je le reconnais, mais je le revendique aussi. Un style particulier sur Twitter. Je n'écris pas des livres comme j'écris des tweets. Mais enfin, un tweet, c'est quoi? C'est bon, mon épouse, elle considère que ce sont des pets de lapin. Elle a bien raison, en un sens. Mais un tweet, c'est d'abord une phrase ou deux. C'est quelques caractères, c'est 280 signes. Donc, pour qu'ils aient un effet, il faut naturellement utiliser certaines ressources stylistiques. Vous savez, on me reproche en réalité non pas le contenu de mes tweets, enfin je ne sais même pas... Parlons pour être clair, parce que sinon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, ils vont être perdus. S'il vous plaît, parlons pour être clair de ces tweets qui vous sont reprochés, en particulier le premier auquel je faisais allusion, effectivement. Le premier, permettez, je le connais un peu par cœur, que je le cite de mémoire en entier, parce que le ministre n'a retenu que la deuxième moitié. Je commence par dire que je vais sans doute susciter les cris d'orfraie du banc et de l'arrière-banc des covidios et autres demi-instruits, mais peu me chaud. Les députés qui vont voter la loi sur le pass vaccinal sont à mes yeux les héritiers de ceux qui ont permis l'adoption du statut des Juifs, c'est-à-dire d'un signe lâche. Voilà exactement ce que j'ai écrit. Et naturellement, ce tweet, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Je vous ai dit que j'en avais écrit 18 000. Donc, moi, quand j'écris quelque chose... Si on prend ce tweet, c'est à la fois lire ce que j'ai écrit avant, lire ce que j'ai écrit après. Guillaume Attara veut réagir. Vous comprenez que la formule est malheureuse, et surtout, en fait, ce qui pose problème au sens du gouvernement, c'est votre rôle. Vous êtes enseignant de philosophie, vous avez face à vous tous les jours des dizaines ou des centaines d'élèves à qui vous avez une porte ouverte pour vous avez une porte ouverte pour forger leurs pensées d'une certaine façon, et à côté de votre rôle de professeur, vous prenez la parole pour en fait traiter tous ceux qui votent, notamment Aurore Berger qui a porté plainte contre vous traitez tous ces gens-là de collaborateurs nazis. La comparaison, et c'est pas vous qui allez dire le contraire en tant que prof de philo, vous savez que les mots ont un sens, et c'est ça au fond qui vous est reproché, c'est d'avoir comparé finalement des députés de la majorité qui votent une loi sanitaire qui est très loin quand même d'envoyer des personnes dans des camps de concentration. Vous les assimilez à des nazis, ça pose question, non? Alors, une réaction s'il vous plaît, René Chiche. Non, mais je suis consterné là. Je suis consterné par ce que j'entends. Je viens de vous citer exactement le tweet que j'ai écrit et vous me racontez n'importe quoi. Ou dans mon tweet, il est question de collaborateurs, de nazis. Ou dans mon tweet, il est question de Shoah, d'extermination. Vous savez, je m'appelle René Chiche. Mon troisième prénom, c'est Salomon. Et bon, voilà, il est assez clair que je me sens très concerné par tout ce qui concerne l'antisémitisme, etc. Et l'instrumentalisation de la Shoah, j'en ai assez. Donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça, c'est ce que Mme Aurore Berger prétend. Mais Mme Aurore Berger, je la comprends, elle a été traitée effectivement de tous les noms. Et pas par moi, pas par moi. Sauf que c'est moi qui suis l'objet de la plainte. Pourquoi? D'abord parce que je ne me cache pas derrière l'anonymat. J'écris publiquement sur Twitter. Et pourquoi j'écris publiquement sur Twitter? Non pas parce que je suis professeur, mais parce que je suis responsable syndical, d'une part, et membre du Conseil supérieur de l'éducation, d'autre part. Sur Twitter, cela fait partie de l'instrument de communication que je revendique de mon activité syndicale pour Action et Démocratie et pour la CFE-CGC. J'y suis en tant que porte-parole, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est très grave de vouloir me sanctionner pour mon expression, parce qu'on est presque dans le cas du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical. Ensuite, excusez-moi, mais si vous m'imputez des propos que je ne tiens pas, j'ai pas du tout envie de répondre à ces propos-là. Je veux pas vous imputer, mais dans ce cas-là, il faut une clarification. Ceux qui votèrent le statut des Juifs, qui sont-ils, ceux qui votèrent le statut des Juifs? Comment vous les définissez comme ça, puisque vous faites cette comparaison, et justement, vous avez raison, si vous considérez que c'est pas les collaborateurs, qui sont ceux qui votèrent le statut des Juifs si ce ne sont des collaborateurs du régime nazi? Qui sont-ils? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ce sont simplement des députés français qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain parce qu'ils avaient peur et qu'ils ont accepté à partir de là de faire des choses que nous réprouvons et que, avec le recul, nous qualifions d'horreur. Mais attendez bien, je parle du statut des Juifs et je compare le statut des Juifs comme un objet juridique
à un autre objet juridique qui est la loi sur le pass vaccinal. Tout le reste, ce n'est pas le sujet. D'accord ? Moi, je suis professeur, je maîtrise la langue, j'écris de façon précise les choses. Je ne suis pas responsable de l'interprétation que les autres en font. Moi, ce que j'ai dit, c'est quoi ? C'est que c'est la première fois en France, depuis qu'on a promulgué le statut des Juifs, qu'on se trouve avec une loi qui interdit l'accès à certains lieux à des personnes, des citoyens, qui n'ont commis aucune faute, qui ne sont coupables de rien. Et cette interdiction repose uniquement sur leur état de santé. Excusez-moi, mais ça s'appelle de la discrimination. Alors, quand on veut débattre, on débat avec les moyens qu'on choisit. La rhétorique, ça fait partie des armes du débat. Je fais une comparaison, mais cette comparaison, vous l'avez entendu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Si j'avais dit autre chose, ce n'est pas Aurore Bergé qui aurait porté plainte contre moi. Et elle n'aurait pas porté plainte contre moi sur le motif de l'injure publique. D'ailleurs, elle n'est même pas citée dans ce tweet. Et pour être encore plus précis, lorsque j'écris ce tweet, j'emploie le futur, c'est-à-dire je parle de quelque chose qui ne s'est pas encore produit à l'instant où j'en parle. Donc je ne vois pas comment j'aurais pu viser Madame Aurore Bergé ni quelqu'un. En revanche, pardonnez-moi, mais les députés sont les représentants de la nation, ils se targuent de l'être en tout cas, et il est tout à fait légitime de les interpeller, et surtout de les interpeller à la veille d'un vote. Voilà. Alors maintenant, ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai cette procédure. Je pense qu'il y a une connexion, effectivement, il est possible qu'il y ait une connexion entre la plainte d'Aurore Bergé et la procédure disciplinaire. Mais je vous le répète, on ne me reproche pas ce seul tweet. On a prélevé sur mon compte Twitter une cinquantaine de tweets à peu près, et on me reproche d'avoir enfreint le devoir de réserve, ou plus exactement, on me reproche d'avoir mis en avant ma qualité de professeur de philosophie. Et justement, c'est pour ça que j'aimerais justement pouvoir faire une petite parenthèse avant d'arriver effectivement à ce devoir de réserve et à l'homme et le professeur de philosophie, parce qu'on parle depuis le début de Twitter, et ce n'est pas rien finalement dans l'affaire, car c'est aussi l'emballement des réseaux sociaux et ce qu'on y trouve. Est-ce que finalement c'est le jeu des médias aussi, celui de la petite phrase qui choque? Est-ce qu'à un moment vous vous êtes dit avec un peu plus de recul, René Chiche, j'imagine, peut-être que à vouloir marquer les esprits, peut-être ai-je été aussi maladroit? Non, je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir été maladroit. C'est effectivement, comme vous le dites, la règle sur Twitter. J'ai moi-même constaté et j'ai moi-même été consterné que les journalistes, enfin c'est la raison principale pour laquelle je me suis inscrit sur Twitter, et ça date de 2015, que les journalistes désormais avaient comme principale source Twitter. Et que les responsables politiques, les personnalités publiques s'exprimaient sur Twitter. Voilà, on doit tenir compte effectivement de ce nouvel objet. Ce nouvel objet, ce nouveau média pose certainement un tas de questions, mais moi je l'utilise, si vous voulez, un peu comme j'utiliserais n'importe quel autre support pour m'exprimer dans le style que je veux. Dans le style interpellé, et je l'entends. Ouais. Je ne suis pas, encore une fois, dans la classe. Je ne suis pas dans la classe et je ne suis pas non plus sur Twitter en tant que professeur. Ça, il faut bien le comprendre parce qu'il y a de la mauvaise foi complète par rapport à ce sujet. Bien entendu, je suis professeur de philosophie et je l'indique. Je l'indique, mais vous savez, je ne suis pas le seul à indiquer que je suis professeur de philosophie. Longtemps, quelqu'un comme Raphaël Enthoven, par exemple, s'est présenté, y compris sur Twitter, avec l'expression prof de philo. C'est ce qu'il mettait comme seule qualité. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Moi, je sais ce que je veux dire par là. Je veux dire par là que je suis profondément, intimement et dans toutes les parties de mon corps, dans toutes les molécules de mon corps, professeur de philosophie. Cela est mon identité personnelle. Voilà.
quel que soit le sujet sur lequel je m'exprime, et même s'il s'agit de plans, de potager, de cuisine, on verra tout de suite que je suis professeur de philosophie. Donc, moi, j'écris professeur de philosophie. Une façon pour vous, effectivement, Twitter, ce réseau social ou un autre, peu importe, mais en tout cas, c'est une façon pour vous, là en l'occurrence en tant qu'homme, et c'est là où peut-être la question se pose finalement, c'était une façon pour vous d'interpeller les politiques et tout simplement de pouvoir faire valoir ce droit de la liberté d'expression. D'interpeller et d'alerter sur l'état de l'école, puisque je le redis, je crois, pour la 3e fois au cours de cette émission, mais j'ai 18 000 tweets publiés, 18 000. Et la plupart d'entre eux, 90%, si ce n'est plus, portent sur les questions d'éducation. Parce que, effectivement, c'est aussi la raison principale pour laquelle je m'y suis inscrit. Justement, peut-être là le problème, c'est qu'en fait, si 18 000 tweets, justement, beaucoup portent sur le rôle finalement de l'école ou en tant que professeur agrégé de philosophie, vous intervenez, peut-être que ceux dont on va dire là, je suis intervenu en tant qu'homme et non pas en tant que professeur de philosophie, c'est peut-être là où il y a confusion. Alors soyons précis. Je suis intervenu, bien sûr, aussi en tant que citoyen, mais je suis intervenu en tant que professeur de philosophie. Là, il faut quand même que je vous explique pourquoi nous avons vécu un moment dont, à mes yeux, nous ne sommes pas sortis. Un moment de suspension des règles les plus élémentaires, et notamment de la rationalité. Je suis professeur de philosophie, je ne suis pas professeur de musique, je ne suis pas professeur de langue, je ne suis pas professeur de lettres. Je suis professeur de philosophie. C'est quoi de quoi l'État me charge? Il me charge de prendre soin de l'esprit des jeunes gens, de leur transmettre quelque chose qui a été inventé par Socrate ou à l'époque de Socrate, même s'il y a des présocratiques, et qui est caractérisé tout de même par l'exigence de vivre sous la conduite de la raison, qui est caractérisée par la raison. Imaginez qu'un professeur de philosophie ait vécu au moment, je vais encore être accusé de faire un parallèle discutable, mais enfin, qui est vécu au moment de la Seconde Guerre mondiale et des horreurs qui se sont passées, et qui aurait eu l'occasion de publier dans les journaux des textes pour alerter ses concitoyens, parce qu'ils voyaient, la plupart d'entre eux, s'affairer à autre chose et rester indifférents à ce qui était l'horreur, l'antithèse complète de ce qu'il fait, de ce qu'est la culture, de ce qu'est l'humanisme. Le problème, c'est, est-ce qu'il n'y a pas un problème sur cette comparaison, puisque vous l'utilisez beaucoup, cette comparaison à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a l'impression à vous entendre que vous êtes une forme de résistant. Vous êtes quelqu'un qui a eu des propos très controversés contre le pouvoir, contre le ministère, alors qu'il est, comme tous les enseignants, soumis à l'obligation de réserve. Vous ne pensez pas que cette obligation de réserve, vous l'avez outrepassée? Et vous ne pensez pas que votre comparaison, elle est hasardeuse? C'est en tout cas ce qui vous est reproché aujourd'hui, et c'est pour ça que vous êtes suspendu. Vous dites, comme tous les enseignants, soumis à l'obligation de réserve. Ben non, ça n'existe pas, ça n'existe plus. Il y a longtemps qu'on est passé d'une conception du fonctionnaire, on appelle ça le fonctionnaire sujet, à la conception du fonctionnaire citoyen. C'est notamment grâce à une loi, enfin au statut général de la fonction publique, défendu à l'époque par le ministre Anicet Le Pors, qui a parfaitement expliqué dans une tribune qui fait référence toujours que rien n'était dans le statut des fonctionnaires au-dessus de la qualité de citoyen et des droits constitutionnels qui en découlent. Par conséquent, quand vous dites tous les enseignants sont soumis à l'obligation de réserve, en fait, vous véhiculez, et je ne vous le reproche pas parce que c'est répandu, mais vous véhiculez une erreur, un préjugé. Ce n'est pas exact. Le code de la fonction publique le dit, et quand vous allez sur le site du service public, il est bien noté qu'un fonctionnaire doit éviter, en toutes circonstances, les comportements qui peuvent porter atteinte à la considération du service public par les usagers. Quand vous dites que le gouvernement est en train d'agir comme on a agi sous le régime de Vichy, est-ce que d'une certaine façon, et je pense que c'est
ce qui vous est reproché. Est-ce que vous entendez qu'on peut se demander si vous n'êtes pas en train de porter atteinte à la considération du service public par les usagers? Ou qu'ils sont en train de porter atteinte à votre liberté d'expression? Parce que je me permets de faire les deux camps. Hein. J'écoute. Non, non, on ne peut pas dire cela, monsieur. Alors, d'une part, premièrement, le site que vous avez, dont vous avez extrait ces propos, c'est pas ça le devoir de réserve. Le devoir de réserve, c'est la jurisprudence. C'est le juge. Vous savez, le devoir de réserve est en réalité, bon, il est présent dans le statut des fonctionnaires, mais il n'est pas défini précisément. Il est défini par la jurisprudence, c'est-à-dire que c'est le juge du tribunal administratif, la plupart du temps, qui l'applique et qui, par son application, le définit. Il s'applique d'abord, en priorité, aux fonctionnaires qui ont une position hiérarchique. Voilà, c'est ça le devoir de réserve. Ensuite, il concerne le service, comme vous venez de le dire, et évidemment le service. C'est-à-dire que si vous avez un agent qui se met à dire des choses qui peuvent nuire au service public dont il est l'agent, eh bien, effectivement, ça pose un problème. Donc là, il y a des procédures qui sont prévues, des procédures disciplinaires qui sont prévues. Mais il ne faut pas extrapoler à partir de là, il ne faut pas se mettre à dire n'importe quoi. Un fonctionnaire a parfaitement le droit d'avoir des opinions politiques. Un enseignant a parfaitement... Et alors, je suis loin d'être le seul. Et il suffit mais pourquoi les autres, dans ce cas-là, pourquoi les autres ne sont pas attaqués? Pourquoi vous êtes attaqué? Je pense par exemple à Kevin... Je pense par exemple à Kevin Bossuet, qui est présent, qui est professeur d'histoire-géographie, très présent sur certaines chaînes, critique de l'action gouvernementale. Pourquoi lui, aujourd'hui, n'est pas attaqué, condamné par... Enfin, pas condamné, mais en tout cas n'a pas de procédure en cours, alors que vous en avez une? Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer que d'un côté, on a une personne qui, sur les médias, a eu même des propos sur le Covid, et vous, en face, vous avez cette procédure? Est-ce qu'il y a une intention politique derrière? Puisque il est pas dans... Enfin, j'aurais envie de dire qu'en tout cas, dans ses prises de position, dans ses points de vue, il a certaines idées qui sont similaires aux vôtres. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que lui soit encore présent de manière très régulière à l'antenne de CNews et vous soyez suspendu de vos missions? Je ne comprends pas votre question. Je ne vais pas me prononcer sur Kevin Bossuet. Je l'ai connu au début sur Twitter. Je vois que maintenant, il fait plus de télévision qu'autre chose. Mais bon, c'est son problème, c'est son affaire. J'ai rien à dire là-dessus, en réalité. Mais moi, je vous parlais des enseignants très nombreux qui sont sur Twitter, qui s'expriment parfois de façon grossière, ce que moi, je ne fais jamais, mais qui ont des raisons de le faire aussi. Et effectivement, qui ne sont pas inquiétés parce que, d'une part, ils ne portent pas du tout atteinte à l'image et à la réputation du service public de l'éducation nationale. J'utilise là la formule toute faite quand ils s'expriment ainsi. Ils s'expriment ainsi en tant que citoyen. Je répète encore une fois qu'on est d'abord citoyen et ensuite fonctionnaire. C'est ça, la jurisprudence. Aussi, pardon, René Chiche, en tant que syndiqué, parce que vous faites partie quand même, je le rappelle, du syndicat Action, vous êtes porte-parole du syndicat Action Démocratie. Donc, effectivement, il y a beaucoup de syndicats aussi, de syndiqués qui s'expriment sur Twitter avec des paroles extrêmement violentes. Et pour autant, l'action n'est pas la même à leur encontre. Oui, alors si votre question en fait, consiste à savoir pourquoi moi et pourquoi je prends si cher, moi c'est effectivement la question que je pose. C'est pas à moi d'apporter la réponse puisque c'est pas moi qui me sanctionne moi-même. Donc je me la pose et j'ai quelques soupçons parce que moi je connais les conditions dans lesquelles la procédure a été déclenchée contre moi. Ça m'intéresse puisque vous l'évoquez. Expliquez-nous justement. Selon vous, ce qui s'est passé. Voilà, mais sans vouloir être très long, elle a été déclenchée en pleine période d'élection professionnelle. Vous savez que je suis responsable syndical, en effet. Et tous les 4 ans, dans la fonction publique, on renouvelle les instances. Donc, il y a des élections professionnelles qui déterminent la représentativité des syndicats. Au mois de septembre de cette année scolaire, nous étions donc en pleine campagne électorale lors de ces élections qui se sont déroulées du 1er au 8 décembre. Et on me convoque devant une commission paritaire. Qu'est-ce que c'est qu'une commission paritaire? Parce qu'il faut que tout le monde comprenne bien ce que c'est que le conseil de discipline. C'est une commission paritaire, une commission administrative paritaire, composée donc à part égale
de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Qui sont les représentants du personnel? Ce sont les membres des organisations syndicales qui ont été désignés à la suite de ces élections. Ces élections dans lesquelles je figurais pour le renouvellement de ces instances comme tête de liste pour mon syndicat. Autrement dit, en m'adressant... C'est un complot, en fait, René Chiche, clairement. Moi, encore une fois, je suis journaliste, je vous donne la parole pour qu'on comprenne bien la situation, donc je ne juge pas, je ne donne pas mon opinion. Mais je vous laisse la responsabilité. Oui, je veux comprendre. La responsabilité de ce mot, non, ce n'est pas du tout un complot. C'est clairement une faute. C'est clairement une faute, car on veut me faire passer devant un conseil de discipline qui est composé de ceux avec lesquels je suis en concurrence. Donc déjà, il y a un gros problème. Et on me menace de me sanctionner, c'est-à-dire de me rendre inéligible à cette élection. Donc il y a un deuxième gros problème. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des pieds et des mains, mais des pieds et des mains, pour obtenir le report, y compris en m'adressant au ministre directement, le report de cette commission au lendemain des élections. Eh bien, cela m'a été accordé, c'est-à-dire que le conseil de discipline s'est tenu le 12 décembre, au lendemain donc des élections, mais avec les mêmes, c'est-à-dire avec ceux avec lesquels j'étais en concurrence. Mais ce que je suis en train de vous dire, moi je ne fais pas de complot là-dessus, c'est complètement hors sujet. Je suis simplement en train de vous dire que les raisons pour lesquelles je suis lourdement sanctionné sont obscures, douteuses, et que les conditions dans lesquelles cette procédure a été déclenchée sont obscures et douteuses. Après, on fait flèche de tout bois pour m'attaquer. Vous allez faire... moi, je me défends. C'est ça la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que déjà, parce que la procédure va durer quelques mois, est-ce qu'une fois réintégré, vous allez continuer vos prises de position, ou est-ce que vous allez changer un peu de ligne éditoriale, et surtout, est-ce que vous allez attaquer cette décision devant le tribunal administratif? Est-ce que ça fait partie de ce que vous avez prévu? Et tout cela, une réponse en 2 mots, parce qu'on n'a plus le temps, malheureusement, René Chiche, je suis désolée. Alors, en 2 mots, bien sûr, je vais attaquer la sanction, mais je voudrais d'abord vous dire que cette sanction, elle est non seulement disproportionnée, parce qu'habituellement, c'est pour des fautes très graves qu'on prive quelqu'un de son salaire comme ça pendant 3 mois. Elle est disproportionnée, elle est stupide. Elle est stupide parce que ce qui est mis en avant, c'est mon activité sur Twitter, c'est pas du tout mon activité d'enseignant. Or, quelle est la sanction? La sanction consiste à m'empêcher d'enseigner. Ça n'a aucun rapport avec ce qui m'est reproché. À la limite, on aurait pu simplement me dire « Mais monsieur Chiche, on vous interdit d'être sur Twitter ». Ça aurait été au moins logique. Je ne dis pas que ça aurait été légitime, mais ça aurait été logique. Ou on aurait pu m'adresser un blâme, un avertissement. Mais priver mes élèves de leur professeur pour me punir de certains tweets qui ont de l'audience, excusez-moi, c'est vraiment se moquer aussi des élèves. Et premièrement, peut-être des élèves. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup René Chiche, en tout cas, d'avoir été avec nous sur le Grand JT pour nous expliquer cette situation que vous vivez depuis le 21 avril, si je ne me trompe pas, sanctionné concernant vos propos sur Twitter. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes agrégé de philosophie et membre du Conseil supérieur de l'éducation, porte-parole du syndicat Action Démocratie. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour sur le plateau du Grand JT de l'éducation, je suis ravie d'accueillir Sébastien Follin. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci Sébastien d'être avec nous. Alors vous êtes évidemment animateur, enfin tout le monde connaît Sébastien Follin, animateur, producteur. Mais aujourd'hui vous venez nous voir en tant que membre du jury du concours moteur. 505 jeunes de 14 à 22 ans y ont participé, et cela dans toute la France. Le but étant de réaliser un portrait inspirant avec une thématique cette année, l'égalité des chances. Pourquoi avoir choisi ce thème ? En fait, l'égalité des chances, c'est on va dire, le méta-sujet de l'ensemble de ce concours. C'est un concours qui existe depuis maintenant 7 ans. Le projet moteur s'adresse à tous les jeunes de 14 à 22 ans. C'est un projet inclusif, donc qui n'est pas spécialement destiné à une catégorie sociale de la population. C'est important pour nous. Donc, ça s'adresse vraiment à l'ensemble des territoires. Et l'idée, c'est de demander à ces jeunes de faire avec leur téléphone un film d'1 minute 30 sur une personne qui les inspire. Comment
dire merci à quelqu'un, soit de son entourage, soit quelqu'un un peu plus éloigné. Ça peut être une personnalité, un journaliste, un militant, voire un ou une comédienne. Et en faisant ce travail, eh bien, ça permet déjà de se rendre compte, alors que l'adolescence, c'est quand même le moment où on se pose beaucoup de questions sur son identité, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on va faire. Eh bien, c'est le moment où on se sent aussi souvent seul. Eh bien, on se sent justement moins seul quand on se rend compte qu'il y a forcément quelqu'un qui nous a inspirés. Alors, la plupart des films qu'on reçoit sont dans la sphère familiale. Papa, maman, les frères, sœurs, mais aussi l'inspiration des grands-parents, où on raconte souvent des histoires incroyables de grands-parents qui ont vécu des histoires d'exil ou alors des histoires de solidarité. Et ce sont des films assez incroyables qu'on reçoit chaque année, 500 films au total, pour à l'arrivée sélectionner 25 d'entre eux pour les amener à Cannes. 500 films, 505 films effectivement de 14 à 22 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes, et peut-être même nous, notre génération, on a besoin de ces rôles modèles, ces rôles inspirants justement pour pouvoir sonner une ligne. On a l'impression que cette société part un peu à la dérive, qu'on est perdu, et pour autant, beaucoup de jeunes sont extrêmement engagés, ont envie de dire des choses. Est-ce que c'est l'occasion, grâce à ce concours moteur, de pouvoir mettre en lumière des rôles modèles, des personnes inspirantes ? Je pense qu'on a tous besoin de rôle modèle, quel que soit notre âge et quel que soit notre milieu social ou nos origines. Et encore plus, je pense, quand on est adolescent, quand on est jeune. Alors, on va jusqu'à 22 ans, mais la majeure partie de ces jeunes ont plutôt autour de 16-17 ans. Il y en a des plus jeunes. Donc oui, évidemment que c'est important d'avoir une inspiration, un modèle. Mais comme je le disais, ce qui est dingue, c'est que quand on a l'impression de s'être fait tout seul ou de se sentir un peu seul, dès qu'on se pose la question, on se rend compte quand même à quel point il y a des personnes autour de nous qui nous inspirent. Bien sûr. Alors, 1 minute 30, vous le disiez, 1 minute 30, c'est à la fois très peu et beaucoup, car c'est très difficile de raconter quelque chose dans un format court, et on le connaît, vous et moi, dans le cadre de la télévision. On sait à quel point c'est difficile. Ouais, mais c'est là où c'est formidable, c'est qu'on voit quand même à quel point ils peuvent faire preuve d'imagination. Il y en a qui le font en chanson, certains en animation, certains tout simplement avec un testimonial comme ça, face caméra. Certains montent des petits films à base d'archives familiales. D'autres vont rendre hommage au parcours de vie de leurs parents, et donc vont utiliser des procédés extrêmement poétiques. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est qu'avec les outils numériques, les enfants ont accès à beaucoup de moyens de raconter leurs histoires et d'exprimer leurs émotions et leurs sentiments, et souvent de manière extrêmement inventive. Et vous, quel portrait inspirant vous auriez aimé faire si on vous avait posé la question ? Oh, il y en a plein. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question, et c'est vrai que ça faisait partie des enjeux et des gages que nous avait posé Caroline Sénéclause, qui est la présidente et la fondatrice de l'association. Et ça s'est un petit peu perdu au fil du temps, mais Mathieu Kassovitz, qui était l'un des présidents du jury, devait faire son film, Abdel Malik aussi. Et moi, j'avais été aussi interrogé pour le faire. Samuel Le Bihan, qui est le parrain de l'association, devait également faire son film. Maïmouna de Couré aussi. Enfin bref, toutes celles et ceux qui sont passés par ce concours, et on ne l'a pas fait. Moi, si je devais le faire, Flemme ? Non, rassurez-moi pas. Juste parce que vous avez préféré mettre en lumière ces jeunes, c'est ça ? Qu'est-ce que vous dites, Virginie ? Non, pas par flemme, rassurez-moi. C'est juste parce que vous vouliez mettre en lumière les jeunes. Pas par flemme, peut-être par... Bon, lâcheté, c'est un terme un peu fort, mais c'est pas facile en fait. Moi, je suis toujours impressionné de voir à quel point les gamins se livrent avec beaucoup de sincérité dans les films. Donc, à un moment donné, quand on est face caméra pendant 1 minute 30 et qu'on doit dire à quelqu'un merci, qu'on doit lui dire je t'aime, eh ben, c'est une mise à nu. Et je suis toujours extrêmement bluffé par le degré de maturité de ces jeunes, de ces enfants qui ont parfois 14-15 ans, et de voir à quel point ils ont une facilité à aller dans la sincérité. Et donc, c'est plus par pudeur. Voilà, le terme exact, c'est plus de la pudeur que de la lâcheté. Mais moi, si je devais rendre hommage à quelqu'un, ce serait peut-être à Philippe, qui était ce disquaire qui avait en face de la boulangerie de mes parents, et qui a été une forme de grand frère pour moi, et qui m'a beaucoup inspiré pour l'homme que je suis devenu. Guillaume Ouattara, une question. Sébastien Folin, quel est le portrait qui vous a le plus marqué dans tous ceux que vous avez déjà eu l'occasion de visionner, peut-être par le sujet, peut-être par la manière dont c'était traité? Est-ce qu'il y en a un qui vous reste en mémoire?
Alors, il y en a plusieurs. Vous savez, ça fait 7 ans maintenant que je participe à ce concours. Je suis administrateur de l'association et je suis membre du jury très régulièrement. Donc, c'est difficile d'en choisir. Moi, ce que je note quand même qui est formidable, c'est de voir à quel point, comme le disait tout à l'heure Virginie, et ça se ressent dans les films qu'on reçoit. Aujourd'hui, les jeunes sont extrêmement engagés, très conscients du monde dans lequel ils vivent, et il y a quelque chose qui tend vers la fraternité et la solidarité qui se dégage globalement, que ce soit dans les hommages rendus aux grands-parents qui auraient vécu, par exemple, les moments de guerre, que ce soit dans les hommages rendus à des camarades de classe qui sont handicapés ou qui sont réfugiés, ou alors en rendant hommage à des grandes figures du féminisme ou de la lutte antiraciste. Il y a quand même des choses qui se dégagent au fil du temps, et d'ailleurs, ça va de plus en plus dans ce sens. Donc, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on a une jeunesse et plurielle, diverse et concernée par le monde dans lequel elle vit. Le concours moteur a été créé, Sébastien, pour lutter contre l'enclavement, pour lutter aussi contre la solitude, le déterminisme social, bien entendu, et c'est ce que vous disiez. J'aurais pu dire tu, parce qu'on sait quand même qu'on se connaît, mais enfin bon, je maintiens le vous par élégance. Et surtout, améliorer la confiance en soi, parce que c'est aussi ça l'enjeu de ce genre de concours, j'allais dire de festival, il y en aura certainement un, de pouvoir aller au-delà de ses peurs, de ses angoisses, pouvoir dire des choses, c'est aussi une pudeur à exprimer, c'est pas simple. Mais là, encore plus, nouveau step, vous leur faites monter les marches au Festival de Cannes. Là, il faut avoir confiance. Hein. En fait, le concours est un outil pour déjà, je pense que faire cette démarche de faire un film, c'est déjà une victoire pour ces participants. Et puis ensuite, évidemment, il y a des lauréats. Donc, on les amène à Cannes. Ce sera la semaine prochaine, du 23 au 26. Le 25, on sera au Palais des Festivals. Thierry Frémaux, qui est le délégué général du festival, va leur remettre un diplôme qu'on appelle les claps d'or. Et puis ensuite, le soir, ils vont monter les marches, assister à la projection officielle. Et puis, comme on est avec des jeunes et qu'ils sont là aussi pour partager un moment. Le soir, ensuite, on reprend notre petit TER pour aller à Antibes. Et après cette journée paillette, eh bien, on finit sur la plage d'Antibes, Jean Lépin, et on mange des kebabs. Mais en fait, pendant les 4 jours, ils vont faire des rencontres inspirantes, ils vont aller au CNC, ils vont rencontrer des comédiens. Mais c'est vraiment que le début, puisqu'au bout des 4 jours, on les laisse chacun, bien sûr, retourner chez eux. Il faut savoir que certains n'ont jamais pris l'avion, n'ont jamais pris le train. Donc déjà, c'est une expérience incroyable. Ils vont vivre ensemble pendant 4 jours et apprendre la solidarité, la fraternité entre différents âges et différents milieux sociaux. Et puis surtout, dans 6 mois, on les récupère. Au mois d'octobre, on fait ce qu'on appelle les campus de la confiance. Et ces campus de la confiance, il y a des ateliers de slam avec Jackie Ido, par exemple, d'éloquence avec Bertrand Perrier, et des ateliers d'expression corporelle. Et pendant 4 jours, on retravaille avec eux sur ces aspects-là. Et en fait, ce qui est important, ce qui donne vraiment confiance en soi, c'est de savoir que sa parole a une valeur et de voir le regard qu'on peut porter sur eux et sur ce qu'ils font. Et le plus bel, enfin, il y a énormément de ces jeunes qui nous envoient des témoignages incroyables. Alors certains dans un domaine artistique, certains font du cinéma aujourd'hui, mais pas tous. Tous ne veulent pas faire du cinéma. On a reçu un merveilleux témoignage il y a peu de temps avec une des lauréates d'il y a 2 ans, qui est désormais ambassadrice du concours, qui s'excusait de ne pas avoir été présente sur ce concours pour aller solliciter de nouveaux concurrents et candidats, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait les appeler, parce qu'elle était sur le concours du Conservatoire national d'art dramatique. 2000 personnes qui s'inscrivent et 15 reçus. Et elle fait partie des 15 reçus. Et elle nous remercie en disant c'est grâce à vous que j'ai eu la confiance de le faire. Et c'est grâce à vous que des vocations effectivement vont naître ensuite en participant à ce concours. En tout cas, j'étais ravie de pouvoir discuter avec vous, Sébastien Follin. On est ravis de vous retrouver sur le Grand JT et je suis sûre que vos 25 lauréats qui vont monter les marches pourront eux-mêmes apprendre ce qu'est la fraternité à nos camarades du Festival de Cannes. Je crois que dans le cinéma, il faut aussi rappeler certaines valeurs importantes. Peut-être que ces jeunes seront là pour le faire. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Allez, c'est à vous, cher Guillaume, pour votre chronique.
Guillaume, c'est un symbole du mal-être des profs. Alors pas vous évidemment, mais le prof le plus connu de France jette l'éponge et est à 2 doigts de démissionner. Il se fait appeler sur les réseaux sociaux Monsieur le prof. Depuis 10 ans qu'il est entré dans la profession, William Lafleur, c'est son vrai prénom, partage son quotidien d'enseignant et sa plaie. Il cumule tous réseaux sociaux confondus, plus de 600 000 abonnés sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Depuis 10 ans, il partage son quotidien d'enseignant à coups d'anecdotes souvent très drôles, parfois tristes, à travers des petites phrases bien senties. Tiens, 2 extraits par exemple de Twitter. Le premier, la saison migratoire des élèves a débuté, le froid s'est installé, seuls ceux qui auront trouvé une place près du radiateur survivront. Deuxième exemple de tweet de cet enseignant. Dernier cours pour réviser avant le bac, un de mes terminales me demande mais en fait c'est quoi la différence entre doux et 12? Ça fait rire, on aime se moquer, et puis il a ses gimmicks aussi, ses élèves sur lesquels il aime bien taper toujours, et ça se caractérise avec beaucoup de bienveillance. Oui mais voilà, après 10 ans, l'enseignant se dit fatigué par les réformes. Il a demandé à son rectorat une rupture conventionnelle sans réponse pour le moment. Parce qu'il faut dire quand même, Guillaume, que depuis quelques mois, monsieur le prof était devenu un peu un clown triste. Oui, c'est vrai que les premières années, il y avait une forme de légèreté dans les propos qu'il avait. C'était plutôt drôle, on le suivait avec beaucoup de bienveillance. Mais petit à petit, on sentait se dessiner une forme de lassitude autour des réformes, notamment depuis la réforme du collège de 2016 et depuis celle du lycée en 2019. Il explique d'ailleurs dans plusieurs interviews que les réformes étaient décidées en haut et que sur le terrain, c'était plus compliqué à appliquer. Et c'est pour ça qu'il a commencé à raconter les dessous de l'éducation nationale avec un ton beaucoup plus sérieux. Tenez, par exemple, il explique que récemment, en lycée, les élèves ont complètement déserté et depuis la réforme du lycée de 2019 et le passage des épreuves du bac en mars, qui n'a été effectif que cette année, c'est ce que l'on observe. Et voilà, il y a une forme de lassitude. Ça fait 4 ans que les profs redoutent cette disparition des élèves des lycées. C'est le cas, il y a un décalage entre les mesures qui sont prises et le quotidien vécu des profs. Oui, puis il y a une autre difficulté, c'est vrai, qui me pointe du doigt, c'est le manque d'évolution finalement du métier de prof. Oui, et ça, ils sont plusieurs enseignants à en parler. C'est un sujet très sensible. Il explique qu'il a fait un peu le tour, qu'il a enseigné dans des collèges, dans des lycées, qu'il commençait à étouffer. Il a donc décidé de partir vers un tout autre domaine, puisqu'il va travailler dans le domaine des jeux vidéo pour créer des univers narratifs expérientiels à partir du mois de septembre. Donc il ne part pas sans rien derrière. Mais c'est un constat qu'avait déjà fait en 2014 Antoine Compagnon, professeur de littérature française au Collège de France, dans une interview au Figaro, où il expliquait que le métier de professeur est un métier sans aucune évolution. Les seules promotions possibles, c'est le syndicalisme ou l'inspection. Et c'est vrai qu'après 10 ans, on peut avoir enchaîné toutes les classes, on peut avoir fait tous les niveaux, mais on se sent un peu cloisonné. Alors, le syndicalisme, on ne sait pas, peut-être qu'il a été syndiqué, mais c'était peut-être pas sa vocation avec la force de frappe qu'il a. Et l'inspection, c'est-à-dire rentrer dans les arcanes d'un système qu'on a passé du temps à dénoncer devant 600 000 personnes, ça paraissait un petit peu compromis. Restait donc la possibilité d'un départ. Et c'est là que ça coince. Oui, parce qu'en fait, l'enseignant demande une rupture conventionnelle, mais il a du mal à l'obtenir, c'est ça? Bah oui, il veut claquer la porte. Et en fait, au mois de septembre, en septembre-octobre, il a fait une demande auprès de son rectorat, puisque les profs peuvent faire des demandes de rupture conventionnelle. Et depuis le mois d'octobre, il n'a toujours pas de réponse. Il aurait dû en fait avoir une réponse au mois de mars, mais le ministère n'est pas revenu vers lui. Alors les équipes de France 3 Occitanie ont contacté le rectorat qui explique qu'en fait il n'y a que 2 commissions par an pour obtenir une rupture conventionnelle et donc il devrait avoir une réponse à la fin de ce mois, de mai. Donc pour l'instant c'est une demande de rupture conventionnelle, mais selon ses propres dires ça devrait se solder en démission puisque il faut savoir que dans le milieu de l'éducation nationale c'est pas extrêmement bien vu de prendre une rupture conventionnelle et c'est pas souvent donné. Il y a un autre exemple, elle se fait appeler Margot Labricot sur les réseaux sociaux. C'est une étudiante qui avait demandé une professeure qui avait demandé une disponibilité pour partir enseigner dans une école américaine. Elle n'a jamais réussi à obtenir sa mise à disposition et donc elle a dû démissionner. Elle parle elle aussi sur les réseaux sociaux de son expérience d'enseignante et on la salue d'ailleurs si elle nous regarde parce que je la connais très bien. Elle a beaucoup de followers aussi et ce qu'on peut dire c'est qu'elle adore son nouveau quotidien aux États-Unis. Pose la question sur les réseaux sociaux. Elle a no regrets d'avoir démissionné. Mais alors justement, est-ce que cette démission du prof le plus influent des réseaux sociaux n'est pas le syndrome d'une plus grande démission générale des profs ?
Oui, vous savez, le terme de grande démission, c'est un terme qui est à la mode en ce moment, puisque depuis la crise sanitaire, les gens se sont rendus compte que on pouvait faire plein d'autres choses en dehors de son travail, et surtout, parfois, ils se sont posés beaucoup de questions sur les missions qu'on leur demandait, surtout quand ils ont été mis en chômage partiel par des employeurs qui considéraient que on n'avait pas trop besoin d'eux. Le retour a été un peu compliqué. Chez les profs, ce phénomène de grande démission, il s'observe aussi pour d'autres raisons. Là, pour le coup, ils étaient en première ligne, ils étaient souvent avec des moyens précaires. On pense au manque de moyens pour tout ce qui était masques et compagnie. Et donc, on a observé une nette augmentation du nombre de départs volontaires. Entre 2020 et 2021, il y avait 2411 il y a eu 2411 départs volontaires. C'est près de 4 fois plus qu'en 2010-2011 où on comptait 560 départs volontaires. Alors si même le prof le plus influent des réseaux sociaux a envie de quitter j'allais dire le radeau, mais le paquebot éducation nationale, c'est qu'il y a peut-être du souci à se faire. Bon, merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invitée est Rachel Legrain-Trapani. Si tu le veux bien, on va attaquer la dernière partie de l'émission qui est vraiment spécifiquement consacrée à l'école. Donc tu l'as quittée il y a un petit moment maintenant. Bah non, il n'y a pas si longtemps au final. Ah, tu y es retournée ? J'ai repris mes études à 26 ans. C'est vrai, tu y es retournée, donc ça a duré 2 ans ? 1 an. 1 an ? Et franchement, c'est des souvenirs incroyables. Le fait de faire ces années d'étudiante à 26 ans, c'est assez... C'était la plus âgée du coup ? Ah bah oui, ils m'appelaient Tata Rachou. J'étais leur tata et j'ai fait les soirées étudiantes, etc. Je m'en rappelle. Que je n'avais jamais... Du coup, oui, tu n'avais pas eu l'occasion de faire finalement. Et je me retrouvais dans les soirées étudiantes. Et du coup, quel diplôme tu as eu ? Alors, j'ai une licence de management de projet événementiel. Et ça t'a servi ? Du coup, j'ai bossé, j'étais en alternance dans une agence événementielle où j'ai été chargée de communication. Et c'est quelque chose que tu envisages dans le futur de faire ? On ne sait jamais, ça pourra toujours me servir. Et puis ça sert aussi, c'est là aussi que j'ai eu des formations sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses. Tu portes quel regard sur l'école d'aujourd'hui ? J'ai l'impression que c'est vraiment plus comme avant. Déjà, tu as un petit garçon qui y est. Oui. En école primaire. Et là, tu as l'impression que ça n'a rien à voir avec toi quand tu étais à l'école ? Les enfants sont beaucoup plus durs. C'est-à-dire entre eux. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus... Et en fait, il y a tout ce système de... ils ont les réseaux, ils ont accès aux réseaux sociaux, à YouTube. Mais déjà ? Ah oui. En dessous de 10 ans ? Instagram, ouais, bien sûr. Mais comment ils font ? Sur les comptes des parents. Mais il y en a qui ont leur téléphone, hein, je te rassure. Toi, tu es... Ah non. Tu t'es fixé une date ? Mais c'est difficile. Franchement... Gianni, là, il demande d'avoir un téléphone ? Mais non. Pour l'instant, peut-être quand il sera au collège. Tu t'es mis cette limite au minimum. Mais ça m'embête, parce que là, on contrôle plus rien. Tu contrôles plus rien, ouais. Et tu as l'impression que lui, ça l'affecte, ces réseaux sociaux, dans sa scolarité ou dans la vie de tous les jours ? Les écrans, oui. Franchement, c'est une bataille... on se chamaille par rapport à ça, quoi. C'est compliqué parce que c'est devenu tellement important pour eux que ça va être source de problèmes. Donc il faut que je trouve des moyens de négocier. Alors tu as le droit à 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, et c'est lui qui gère cette heure-là comme il le veut. Il n'y a pas encore trop de conflits là-dessus ? En fait, la dernière fois, par exemple, je dormais et j'ai entendu du bruit en bas. J'ai vu ça en story. Et du coup, je me dis, il y a peut-être un truc qui est tombé et tout. Je ne suis pas allée voir. Et le lendemain, je cherche mon ordinateur partout. Et en fait, je l'ai retrouvé dans la chambre de Gianni. Donc, il a passé sa soirée à regarder des... Mais du foot ? Oui. Mais ça reste des écrans. Et le niveau scolaire ? Ce qu'on lui enseigne, ce qu'on t'a enseigné Moi, en fait, là, j'ai le souci, c'est que moi, on m'a jamais demandé... Moi, jamais dit, mes parents m'ont jamais dit, t'as des devoirs, il faut que tu les fasses. Ils n'étaient pas derrière moi. Tu le gérais toute seule ? J'ai toujours fait toute seule et j'adorais ça. Et du coup, pour moi, c'était une obligation et j'aimais bien le faire. Tandis que lui, pour lui faire ses devoirs, c'est Il aime compliqué. Pas faire ça ? Non. C'est compliqué, il n'aime pas l'école et
Et j'ai peur après pour la suite, quoi, parce que je me dis comment je vais gérer. Tu lui as expliqué un petit peu comme ton papa t'a expliqué oui, mais à là, l'époque. lui, il est pas. Et tu ne demandes pas à ton père de le faire? Ouais, je pense que je vais lui dire. C'est son grand-père. Ouais, je vais lui dire. On attend un peu qu'il grandisse, mais parce qu'en fait, dans sa tête, il se dit déjà, je vais être footballeur professionnel. Donc l'école, on s'en fout. Ça va ensemble, hein? Bah oui. De toute façon, si après il veut aller en sport-études, il faudra des bons résultats à l'école. Tu lui as expliqué ça? Ouais. Donc là, ça va un peu mieux. Et il a vraiment, par contre, il a vraiment une maîtresse exceptionnelle. Parce que Gianni est un peu hyperactif. Il a du mal à tenir. Tu le vois, il est sur sa chaise, il va se bouger comme ça dans tous les sens. Et là, elle arrive à le gérer. Et il a besoin aussi d'avoir de l'attention. Donc, elle se met à côté de lui, elle lui explique. Et puis, quand elle voit qu'il n'en peut plus, elle dit va faire un tour dehors, tu reviens. Mais ils sont combien dans la classe? 26, il me semble. Ouais, quand même. Ouais. Et elle arrive à lui Mais elle donner son arrive, temps à lui. mais parce qu'elle arrive à le prendre. Mais si tu tombes sur une maîtresse qui ne cherche pas à comprendre un peu son fonctionnement, j'ai peur que, tu vois, du coup, ça soit... C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Rachel Legrin-Trapani pour la suite de Souvenirs d'écoliers. À demain. Merci Malika et Rachel, et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Parmi les enfants 10, notamment les dyslexiques et les dyspraxiques, dont on parle un peu moins. Mais la dyspraxie, d'ailleurs, on peut définir. La dyspraxie, c'est un trouble de l'automatisation des gestes. C'est souvent des enfants qui il y a 30 ans, on disait c'est un enfant maladroit. Voilà, ça peut être des enfants maladroits, mais ça peut être aussi des enfants qui ont beaucoup de mal sur la motricité fine. En fait, il y en a 9 dyspraxies différentes. Voilà. Ils auront beaucoup de mal à écrire, par exemple, ou à faire leur lacet. Voilà. Mais c'est un petit peu le profil, effectivement, Pierre Richard, dans l'imaginaire collectif. C'est l'enfant maladroit qui peut avoir du mal en sport, qui peut avoir du mal à écrire, à faire ses lacets, qui est toujours habillé de guingois parce qu'il n'arrive pas à boutonner le lundi avec le mardi, comme on dit dans ma famille. Ouais. Voilà. Et chez ces enfants, les recherches récentes montrent qu'il y a souvent des surperformances. Vous savez, quand on passe un test de QI, on passe plusieurs tests, les habiletés verbales. Oui, il y a 5 catégories, sûrement. Voilà. Et par exemple, il va y avoir une vitesse de traitement qui va être très basse parce que l'enfant va complètement échouer sur ces tests-là. Mais par contre, il va y avoir une intelligence verbale qui est à 140, donc dans des sphères de haute potentialité. Et en fait, c'est cette double occurrence qui intrigue beaucoup les chercheurs aujourd'hui. C'est ça, donc on est haut potentiel pour certaines choses, voilà, et handicapé, déficitaire en tout cas dans d'autres. Dans d'autres choses. Et c'est cette double occurrence qui est beaucoup plus présente que dans le reste de la population, qui intrigue beaucoup les chercheurs en ce moment, au point qu'ils se demandent, comme Michel Habib, s'il n'y aurait pas une nosographie spécifique, sans qu'on sache très bien si c'est la cause ou la conséquence qui fait que, par exemple, un enfant aurait compensé son déficit en développant une force, ou bien si, dès le départ, finalement, les deux sont là. Anne-Laure Le Gallaudet, qu'est-ce qui fait un bon magistrat d'après vous ? Je pense qu'il faut avoir une capacité, alors effectivement déjà des capacités de travail assez importantes, être un bon juriste, ça c'est sûr, mais il faut avoir aussi une capacité d'écoute assez importante. Je pense qu'il faut prendre son métier au sérieux, puisqu'on a un pouvoir sur la vie des gens assez important, mais sans se prendre trop au sérieux soi-même. Je pense qu'il faut également ne pas avoir peur de prendre des décisions, parce que c'est vraiment le cœur du métier de magistrat, c'est de trancher en fait et en droit. Donc ne pas avoir peur de s'affirmer, de prendre des décisions. Une question qui revient souvent quand on regarde effectivement Internet, c'est est-ce qu'il y a une différence entre juge et magistrat ? Alors en fait, comme l'a indiqué Irina, il y a deux types de magistrats, deux espèces de magistrats. Il y a les juges et les procureurs. Donc les procureurs sont vraiment là pour parler au nom de la société, pour diriger des enquêtes et poursuivre les gens. Et ensuite, il y a les juges qui sont là pour prononcer au pénal en tout cas, prononcer des peines et des sanctions et trancher les dossiers qui leur sont amenés par les procureurs. Vice-procureur, vous me diriez que c'est avant tout un métier passion ? Oui, alors il faut sûrement être passionné pour faire ce métier parce que c'est un métier un peu fatigant. Comme vous l'a été indiqué, on manque cruellement de procureurs, donc ce qui fait que le nombre de dossiers par procureur est très important. Donc il faut aimer ce métier, il faut aimer les gens.
Et une fois de plus, ne pas avoir peur de prendre des décisions, puisque le métier de procureur, c'est vraiment prendre des décisions au quotidien qui ont un impact certain sur la vie des gens. D'abord, justement, ce record d'investissement, Marion, il est vraiment confirmé depuis la première édition de 2018. Ça vient aussi confirmer un baromètre d'Ernst & Young qu'on attendait, et qu'on n'attendait peut-être pas justement sur la première place de la France dans ce baromètre. La France reste le pays le plus attractif du monde pour la recherche et le développement. Pourquoi est-ce que ou plutôt comment est-ce que les patrons internationaux arrivent à voir en France des promesses de création, des promesses d'innovation qu'on n'arrive plus à voir nous-mêmes ? En fait, tout est dit un petit peu dans ta phrase, je pense, Marjorie, c'est que la R&D aujourd'hui est encore d'assez bon niveau en France, même si elle n'est pas soutenue financièrement assez. Je prends quelqu'un comme Gilles Babinet qui chaque année remet le sujet au milieu de la table et d'autres comités. Mais c'est vrai que le niveau scientifique est très bon encore en France. On sait former de bons scientifiques, de bons ingénieurs, des bonnes compétences, des compétences qui sont clés aujourd'hui dans les virages que prennent, on va le voir après, sur le green notamment. Et donc, il y a un vivier comme ça qui forme en fait les écosystèmes. C'est comme ça qu'on crée des écosystèmes. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un ensemble de facteurs qui font qu'aujourd'hui, entre les politiques incitatives d'Emmanuel Macron, qui promet des subventions extrêmement importantes, la qualité de l'enseignement et du niveau scientifique, la beauté du pays, ça compte aussi pour des investisseurs, pour recruter, pour attirer des talents. Il faut un endroit où il est sympa de vivre. Je pense que c'est vraiment un ensemble de facteurs qui fait que la France reste attractive. Il y a plein de choses nouvelles qui arrivent. Alors Saverio Tomasella, qu'on a reçu aussi tout récemment dans La Quotidienne, que vous citez, spécialiste de l'hypersensibilité, on ne l'avait pas accueilli là-dessus, je le cite, les phénomènes principaux caractérisant une sensibilité très vive sont l'amplification des ressentis, qu'ils soient agréables ou pénibles, et l'absence de filtre par rapport à la réalité. Donc on voit un tas de nouvelles pathologies. Alors pathologie, voilà. J'aime bien le petit... de nouveau quoi d'abord ? De nouvelles choses. Oui, de nouvelles choses. Effectivement, de manière très massive. Moi, j'ai une fille qui est au collège, qui m'a parlé de son amie qui était HPE, par exemple, il y a pas longtemps. Le haut potentiel émotionnel. Ouais. Donc, j'étais étonnée qu'il y ait une reconnaissance, parce que là aussi, on est sur des... sur des étiquettes, là encore, qui sont un peu entre deux, qui sont en voie de reconnaissance, mais qui ne sont pas tout à fait considérées comme des troubles ou des pathologies. C'est particulièrement le cas dans la sphère émotionnelle, parce que l'hypersensibilité, ce n'est pas une pathologie. Donc, effectivement, dans certains cas, ça peut devenir handicapant. C'est tout le problème. C'est handicapant, mais ce n'est pas une pathologie. C'est handicapant par rapport aux autres, c'est handicapant parce qu'on a des réactions qui sont trop intenses par rapport aux autres enfants, par exemple. Mais ça peut être aussi une force, on y revient, c'est-à-dire que, évidemment, si on met un hypersensible sur un terrain de boxe en disant tiens, viens, endurcis-toi, ça va être très compliqué pour lui. Mais si on le met à la musique ou aux arts plastiques, ça peut devenir une grande force, parce qu'évidemment, dans ces domaines-là, avoir une sensibilité très forte et très fine, c'est un atout considérable. Oui, pour revenir à l'ENM, on parle d'un concours d'entrée très sélectif. Est-ce qu'il faut forcément faire une classe prépa avant ? Alors moi, je n'en ai pas fait. J'ai fait une classe préparatoire, mais publique, à la faculté, donc qui était gratuite. Il est possible, parfaitement possible, d'avoir ce concours sans réaliser une classe préparatoire payante. L'ENM, par ailleurs, propose des classes préparatoires gratuites. Donc, il est parfaitement possible, sans dépenser beaucoup d'argent dans une classe préparatoire, de devenir magistrat, et j'en fais la preuve. Vous vous souvenez, vous nous avez partagé effectivement ce souvenir, vous avez rencontré il y a quelques années ce magistrat et vous avez eu le déclic. Vous vous souvenez de ces mots? Qu'est-ce qui vous a convaincu et qu'aimeriez-vous dire justement à un jeune qui hésite justement à se lancer dans des études de la magistrature? Alors, cette magistrate, elle m'avait dit que c'était un métier particulier, un métier de passion, où il fallait avoir les pieds bien ancrés sur le sol, être capable de travailler beaucoup, avoir la tête sur les épaules et aimer prendre des décisions et avoir fort caractère. Donc ça, je m'étais dit que ça correspondait pas trop mal avec ma personnalité. Que dire pour convaincre quelqu'un qui voudrait devenir magistrat? C'est un beau métier. Dans la magistrature, il y a 10, 15, 20 métiers différents. On peut passer du siège au parquet, devenir juge aux affaires familiales, juge des enfants. C'est vraiment un métier dans lequel on peut s'épanouir parce qu'on peut évoluer aussi et changer de matière quand on a
fait le tour de la matière qu'on est actuellement en train de traiter. Donc c'est un métier passionnant. Et je ne regrette pas le choix que j'ai fait. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Guillaume d'être toujours là et de faire avancer le débat toujours et encore. Vous pouvez nous retrouver Canal 247 sur les Freebox, cooltv.com. Aujourd'hui à la réalisation c'est Alice Pitavi. Le son c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage Taï Sayad et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très bonne soirée. Ciao.